Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à tout fait comme ça. Donc, nous sommes ensemble tous les dimanches matins. D'abord pour une partie qui est retransmise en direct sur Facebook, où nous faisons des commentaires sur un fait d'actualité nationale, un fait d'actualité internationale, et nous développons une partie de déconstruction. La partie suivante et se fait sur les ondes 88.3, 93.6, 109, et vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Rappelons que vous pouvez accéder à la radio avec des applications sur votre téléphone, par Internet, etc. Donc aujourd'hui, en fait d'actualité, nous allons faire des commentaires sur la montée au créneau des entreprises du bâtiment en Martinique, en partie internationale. Nous allons nous arrêter sur un nouveau scandale dans les crèches en France. Et pour ce qui concerne la déconstruction, nous allons nous arrêter sur l'apport des réseaux sociaux dans la bataille des idées et dans la lutte des peuples plus généralement. Donc voilà pour le programme et nous commençons tout de suite avec la conférence de presse tenue par les professionnels du BTP en Martinique, alors ça fait le 31 août dernier, où les entreprises martiniquaises interpellaient l'opinion publique via les médias pour dire que pratiquement toutes sont dans le rouge, risquent la faillite, le dépôt de bilan. En tout cas, elles n'ont aucune visibilité, aucun chantier à l'horizon, une situation de trésorerie catastrophique, et donc elles appelaient les collectivités locales, les institutions publiques à intervenir pour empêcher la catastrophe. Il faut quand même rappeler que le secteur du BTP représente 12% des entreprises martiniquaises. Donc c'est quelque chose qui a un impact sur l'économie globale. Vous connaissez la fameuse formule quand le bâtiment va, tout va, etc. Donc, cette conférence de presse avait pour but d'interpeller l'opinion publique. Et ce qu'on notait, c'est que l'essentiel des préoccupations qui ont été exposées, c'est le fait que la commande publique est bloquée, ça veut dire qu'on ne leur donne pas de chantier. Et d'autre part, que quand ils ont des chantiers, quand ils travaillent, il y a des retards de paiement absolument inacceptables. Normalement, les délais pour qu'ils soient payés sont de 30 jours. Mais c'est parfois plusieurs mois qui se développent sans qu'il y ait le moindre possible. Pire, normalement, quand les collectivités paient avec retard, elles doivent verser aux professionnels ce qu'on appelle des intérêts moratoires, c'est-à-dire des pénalités. Mais ces pénalités-là non plus ne viennent pas. Ce qui veut dire que la situation des entreprises est catastrophique. Pas de chantier, pas d'entrée financière. Alors, ce que je voulais faire comme commentaire, c'est que chaque fois qu'il y a crise du bâtiment et que les sociétés, notamment martiniquaises, montent au créneau, ce qui est mis en avant, c'est précisément le retard de paiement des collectivités. Et donc, il faut que les collectivités se bougent. Et en plus, le fait qu'elles ne donnent pas de chantier. Évidemment, dans ce gouffre-là, s'installent toutes les oppositions politiciennes, parce que les oppositions, les minorités disent « Ah, les gens qui sont là ne savent pas gérer. » Mais si c'était nous, nous aurions payé à temps. Il y a un moment où nous
tu as la majorité, nous payons plus vite, etc. Donc, dans cette affaire-là, ce sont les élus martiniquais qui sont pointés du doigt. C'est une réalité, le fait que les collectivités ne paient pas. Mais c'est utilisé politiciennement entre les différents pouvoirs rivaux pour dire que les autres ne sont pas bons. Si nous étions là, nous serions mieux armés, nous aurions donné plus de travail. Et ça entretient l'idée que les Martiniquais seraient capables de gérer. Ils ne savent même pas gérer une collectivité pour donner du travail. Hein? Et puis ils veulent l'indépendance. Il nous faut absolument combattre cette vision de la situation. Et d'abord, avoir l'honnêteté, pour ceux qui vont sur le terrain politicien, de reconnaître que la réalité s'explique par deux choses fondamentales. Pourquoi les collectivités ont-elles des retards de paiement? Eh bien, ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes et qu'elles veulent couler les entreprises martiniquaises. Certainement, il y a des politiciens qui font des mauvais choix budgétaires, ça existe aussi, on peut le dire. Mais l'explication essentielle du fait que les collectivités ne paient pas les entreprises martiniquaises vient du fait que l'État français réduit les dotations, que l'État français les prive de possibilités, mène une politique absolument et volontaire pour étrangler les collectivités locales pour que l'économie passe aux mains du privé. C'est l'une des deux causes principales. La deuxième cause principale, c'est que les collectivités ne sont pas maîtresses de l'attribution, de la décision même et de l'attribution des grands chantiers. Elles sont soumises à la politique globale du gouvernement, outre les financements dont on a parlé. Mais pour les grands projets structurants, s'il n'y a pas intervention des subventions européennes de l'État français, les collectivités à elles seules ne peuvent pas promouvoir des chantiers, des grands équipements. Il faut déjà que le projet soit accepté et cofinancé par tout le monde. Dans la situation actuelle, les collectivités n'ont pas le pouvoir de décider. Mais l'aurait-il, ce pouvoir? Le problème fondamental, c'est que nous obéissons aux lois du marché capitaliste européen. On passe par la mise sur le marché des offres. Les entreprises martiniquaises n'ont pas les reins suffisamment solides pour être en compétition avec Bouygues, avec les entreprises françaises en général et les entreprises européennes qui, d'emblée, peuvent se dire mieux et moins disantes. Mieux disantes plutôt, et au point de vue du coût, être plus opérationnel. La compétition n'est pas possible. Et souvent, les entreprises martiniquaises interviennent en sous-traitant. Et quand on est sous-traitant, on obéit à la loi du plus fort qui vous donne ce qui est plus coûteux, ce qui est plus difficile. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de négocier. Donc, vous acceptez pour que votre entreprise tourne, mais vous êtes toujours en difficulté, d'autant plus que les fournitures sont vendues à des prix usuriers par la caste, par les sociétés françaises. Donc, vous êtes obligé de rogner, et parfois de rogner sur le salaire des employés, des ouvriers, pour pouvoir tenir. Ces deux choses-là, c'est les problèmes de fond qui font que jamais, au grand jamais, les entreprises martiniquaises ne pourront se développer et que la question du retard de paiement, c'est l'un des facteurs qui s'explique d'abord par le système, hein, mais qui ne peut pas avoir de résolution dans le schéma actuel. Pourquoi faut-il être conscient de ça? D'une part, parce que dans la population, il nous faut comprendre que c'est le système qui nous met en dépendance coloniale qui est le véritable frein au développement. Deuxièmement, que les élus n'ont pas la marge de compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes-là et que le problème posé, c'est un problème de pouvoir politique. Que la Martinique ait des dirigeants qui aient possibilité de choisir leurs priorités, de choisir leurs fournisseurs, de choisir les entreprises avec
lesquels ils travaillent, c'est ça le véritable problème. Donc, le problème de la souveraineté politique pour aller notamment vers l'indépendance. C'est ça le véritable problème. Les entrepreneurs martiniquais doivent comprendre que c'est, ils peuvent se plaindre, donc on peut se plaindre, mais qu'ils continuent à se plaindre et qu'ils vont couler sans qu'ils n'auront pas choisi la voie du combat contre le système tel qu'il est conçu, parce que c'est dans ce cadre-là qu'elles pourraient, les entreprises martiniquaises, avoir des lois différentes pour accéder au marché, qu'elles pourraient avoir pression sur les collectivités pour que les chantiers qui sont décidés soient effectivement dans l'intérêt des Martiniquais, pour avoir la possibilité de conquérir le marché intérieur. Vous avez bien constaté, chers entrepreneurs et entrepreneuses martiniquais et martiniquaises, que dans le cadre du génocide par substitution, la France envoie des artisans, des entreprises qui n'ont pas de siège social, qui n'ont pas de charge, sillonner les quartiers pour faire des réparations de toitures, etc. Quels moyens politiques avons-nous de lutter contre cela? Si le monde de l'entreprise réellement martiniquaise, je ne parle pas de la casse qui est intégrée au circuit international, si le monde de l'entreprise réellement martiniquaise qui veut le marché martiniquais, qui veut la possibilité juridique de travailler une fiscalité adaptée à notre réalité, si ce monde-là ne rejoint pas le combat pour la souveraineté, on aura encore beaucoup de concurrence de presse où ils vont déplorer leur situation. Donc, c'était ce premier point d'actualité concernant notre pays que je voulais traiter. Alors, le deuxième point concerne le scandale des prêchants en France. Vous avez entendu parler du scandale dans les maisons de retraite. En résumé, des grandes multinationales, des grands groupes s'emparent de tout le secteur des EHPAD, des maisons de retraite, et rentrent dans une logique de profit de personnel, maltraitance des gens, etc. Le scandale a été dénoncé. Le gouvernement a démontré au créneau, jamais, il ne faut pas que ça se reproduise, j'aurais dit. Les grandes multinationales, les grandes entreprises qui contrôlent la santé continueront de le faire. Eh bien, un nouveau scandale éclate et concerne maintenant la petite enfance. Et il y a deux livres, deux auteurs qui ont mené des enquêtes et qui ont publié des livres pour mettre les résultats, qui dénoncent que la même situation qui prévalait, qui prévaut encore dans les EHPAD, eh bien, se retrouve dans les crèches. On a 4 grandes sociétés qui contrôlent le marché des crèches en France. Alors, Babylou, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et la Maison Bleue. Sachez, dès le départ, que ces sociétés sont subventionnées par l'État. C'est des privés. Mais l'argent public, l'argent des impôts, subventionne ces capitalistes qui contrôlent 20% des crèches en France, 80 000 personnes. Et quand nous révèlent les enquêtes, comme dans le cas des EHPAD, très peu de personnel, parfois sous-qualifié, toujours sous-payé, ne respectent pas les normes qui prévoient, par exemple, que pour chaque groupe d'enfants, il y ait un nombre de professionnels. Je vais essayer de retrouver les chiffres tout à l'heure. On ne respecte pas ces normes-là. Et puis, on rogne sur la nourriture, sur les couches que doivent mettre les enfants. Et même que des parents, il y a un témoignage qui a été donné par l'un de ces auteurs, quand même des parents apportent des couches pour qu'on change les enfants au cours de journée, on casse un stock et puis on ne change pas les enfants. Il y a une mère de famille qui a mis une croix, un signe sur la couche du bébé qu'elle déposait le matin pour vérifier ça le soir quand elle revient, la même couche avec la même croix. Ce qui veut dire que c'est vraiment une raquette, une scélératesse
tout à fait capitaliste qui se développe dans les crèches. Alors évidemment, maltraitance, parce que le personnel peu qualifié et réduit, qui a trop d'enfants à contrôler, à baigner, à nourrir dans le même temps, ces personnes humaines-là, ben, elles disjonctent. Elles disjonctent et il y a des phénomènes de maltraitance qui se développent. Alors, je voulais retrouver, voilà, normalement, le taux d'encadrement doit être un professionnel pour 6 enfants, tous âges confondus, et un professionnel pour 5 enfants, si l'enfant n'est pas encore en aptitude de marcher, en capacité de marcher. Là, on doit donner des exemples où un personnel se retrouve avec une personne. Donc, ça veut dire que le capitalisme à la recherche du profit ne peut pas être une solution dans aucun domaine, que ce soit la santé, que ce soit le côté des personnes âgées, que ce soit l'éducation. Donc, non, je rectifie pour l'éducation. C'est bien traité parce que c'est réservé aux enfants de riches pays. Dans le privé, en général, c'est ça. Mais pour tous les secteurs publics qui s'adressaient aux gens qui n'ont pas de moyens, le capitalisme, c'est vraiment une agression contre les droits humains des personnes. Alors, comment réagit l'État quand on a publié ces livres-là? Comme ils ont réagi lors des EHPAD. Ah, c'est intolérable, on va prendre des sanctions, etc. On va multiplier les contrôles, etc. Ah bon, parce que les contrôles ne correspondaient pas aux besoins de surveillance des entreprises privées qu'on finance. Ah ben on va donner un OAS gratis, donc on va prendre des sanctions. Et l'État, pour rassurer les parents, dit, bon, on va mettre une enveloppe de 200 millions d'euros sur la table pour pouvoir améliorer les choses. Mais on va regarder s'il y a une crèche qui ne respecte pas ça, on ne va pas nous donner des mots, toujours des mots, les mêmes refrains comme disait la chanson. Mais remarquez que dans tous ces scandales qui éclatent, dans la santé, mais dans la consommation aussi, parce que la semaine dernière, rappelez-vous, quand on a montré la flambée des prix qui ne correspond pas au coût de revient, aux dépenses que font les grandes surfaces, quand on a parlé de l'axe du côté mafia qui consiste et qui est généralisé dans les grandes surfaces, à réduire la quantité qui sont dans les boîtes et à augmenter les prix, qu'est-ce que le gouvernement dit? Ah, nous allons faire des contrôles, on va. Mais ces gens-là, une fois, mais on nous a dit que ce n'est pas illégal, hein, quand même. On est un système capitaliste. Des gens qui font ça devraient être mis en garde à vue, mis en examen et condamnés à des millions. Mais c'est une escroquerie fondamentale. On va voir, etc. C'est exactement. On fait confiance, on appelle les producteurs de pétrole là. On appelle à respecter un plan. On ne va pas y dire encore les petits points. C'est le système capitaliste. Et tant que le système capitaliste aura des gouvernements, des institutions le représentant, aucun de ces problèmes-là ne sera réglé, comme on l'a dit, pour la question du bâti. Donc voilà les deux faits d'actualité que je voulais traiter. Et je vais là maintenant passer à la partie déconstruction. Alors, j'ai parlé, quand j'ai annoncé ce thème, l'apport des réseaux sociaux dans la bataille des idées. Je dois vous dire que ce choix est dicté par deux anecdotes, deux faits qui se sont déroulés cette semaine. D'abord, une réunion entre militants à laquelle j'ai participé, où il y a eu une vive discussion sur ça. Certains militants disant, mais vous n'utilisez pas suffisamment les réseaux sociaux, c'est ça, il faut avoir des groupes, etc. L'histoire d'un grand texte et tout ça, les gens n'ont pas le temps de lire. L'efficacité pour toucher le public, c'est ça. Et d'autres qui disaient, oh, attention, il y avait cette discussion. Et puis le deuxième fait qui m'a amené à parler de cela, c'est une vidéo que j'ai pu recevoir qui parle
d'une révélation faite concernant l'ambassade de France au Niger. Vous êtes au courant de l'histoire que le Niger expulse l'ambassadeur français, que, au mépris de tout droit international, Macron déclare non, 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 je n'applique pas, je ne reconnais pas, il reste à l'ambassade, etc. Donc, vous connaissez cette affaire d'ambassade et puis le peuple qui va manifester. Mais comme Macron fait l'arrogant, la police a encerclé l'ambassade française. Et quand une voiture sort de l'ambassade française, la police arrête et fouille, notamment pour voir si l'ambassadeur n'est pas caché dans le coffre et pour s'échapper, parce que cet ambassadeur-là est un sans-papier, sans visa, et il devra répondre devant la justice du Niger. Donc, la vidéo montre qu'on arrête une voiture, on la fouille, et qu'est-ce qu'on trouve? Un stock d'uniformes militaires de soldats du Burkina Faso. Ambassade de France au Niger, il y a des uniformes de militaires du Burkina Faso. Et puis qu'on essaie d'exfiltrer de l'ambassade. Vous savez qu'au Burkina Faso, il y a eu aussi un coup d'État pour chasser les colonialistes français, les néocolonialistes français. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que on a fait venir d'ambassade à ambassade, très certainement, des uniformes du Burkina. Mais pourquoi? Pour mettre sur qui? Pour faire quoi? Vraisemblablement, pour faire des provocations. Par exemple, les militaires burkinabés ont attaqué telle région pour mettre de la division. Une provocation militaire. Mais on est arrivé à savoir ça. Et la vidéo appelait les autorités à faire une enquête internationale, à appeler les enquêteurs indépendants pour dire pourquoi il y avait ça en France. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, bon, voilà l'aspect positif des réseaux sociaux. Et effectivement, je vais commencer par là, l'apparition des réseaux sociaux a permis que le contrôle de l'information globale échappe en grande partie aux classes dominantes, aux pays impérialistes. C'est comme ça que la dénonciation du CFA est devenue internationale grâce aux réseaux sociaux. Et cela a alimenté la révolte des peuples africains contre la France africaine. Je ne vais pas prendre plus d'exemples. Pardon, vous avez compris que dans tous les pays du monde, les réseaux sociaux ont pu permettre de préparer des mobilisations et contredire les propagandes. Donc, c'est positif. Mais il nous faut voir le positif et les énormes dangers qui permettent à ces réseaux sociaux-là de combattre des mouvements populaires, ce que certains militants ne font pas. Pour comprendre cela, il faut déjà rappeler que toutes les avancées technologiques, à commencer par Internet, sont le fruit de recherche militaire. Ce sont les armées qui ont fait des recherches pour développer ces technologies-là. Et pourquoi? Dans un but de domination, de guerre contre les adversaires, de contrôle de l'opinion. C'est un produit purement du génie militaire pour mener la guerre contre les rivaux impérialistes, les ennemis, les adversaires, et surtout contre les peuples. Quand on a mis ça comme base de départ, on va dire attention, il faut qu'on voit bien comment il continue à travailler, à rentabiliser ces recherches-là qu'ils ont faites dans le but qu'on vient de citer. Ce qui fait partie et qui a gêné leur stratégie, c'est la contradiction entre les besoins d'intérêt, de profit des multinationales qui vont désormais produire ces nouvelles technologies
et puis les intentions de départ et le contrôle de l'armée. Parce que le capitaliste ne va jamais rien laisser passer qui ne lui porte pas de profit. Surtout qu'il y a des liaisons entre l'armée, les lobbies de l'armement et les multinationales en général. Quoi? Vous avez trouvé quelque chose comme Internet, comme toutes ces choses-là qui nous permettent de faire des marchandises, des produits, chaque produit qu'on veut à 600 000 euros, et puis qui vont nous donner des masses de milliards. Enfin, vous voyez les profits des entreprises de téléphone. Donc, les capitalistes ont dit, on veut ça, on va vendre ça. Et l'armée ne va pas dire non aux capitalistes. Oui, d'accord, on utilise ça, mais il faut qu'on prenne des dispositions pour contrôler le tout. Et qu'aucun larron en foire vont généraliser les outils liés aux nouvelles technologies dans un but de profit. Mais alors là, comme tout le monde a ça, y compris des militants, y compris des gens sérieux, y compris des gens qui veulent libérer leur peuple, alors évidemment, ils vont utiliser ça, comme on l'a dit, pour dénoncer le CFA, et puis ça va commencer à avoir de l'importance. Qu'est-ce que les capitalistes peuvent faire? C'est empêcher tous ceux qui utilisent ça et perdre des milliards, ou bien laisser faire et trouver des moyens de contrôler le tout. Évidemment, il faut réhabiliter leur stratégie en se basant sur deux choses. D'abord, la puissance financière qu'aucun groupe militant, qu'aucun mouvement populaire ne pourra jamais avoir. Donc, si vous faites un petit réseau pour développer une contre-propagande, ils en feront 1000 pour vous écraser. Ils ont la puissance financière, ils peuvent mobiliser des moyens humains dans tous les domaines pour contrecarrer ces résistances-là qui peuvent filtrer à travers les réseaux sociaux. Par exemple, l'armée, j'ai un exemple qui me vient en tête, Israël a des centaines et des centaines de soldats spécialistes qui sont là toute la journée de travail, bien payés, c'est de créer des faux profils pour infiltrer, pour etc., pour manipuler, pour faire des fausses informations. Et tous les pays capitalistes ont donc des armées de gens bien payés, avec en particulier des hackers, des pirates de l'informatique. Quand ils les découvrent, on les met en prison, on leur dit viens travailler pour nous. On te fait 2 fois plus cher, et puis tu nous aides à casser les codes des autres, etc. Donc, ils ont la puissance financière et les moyens humains qui leur permettent de contrôler, de manipuler. Et je vais donner un exemple de manipulation concernant les réseaux sociaux, les chaînes vidéo, disons, alternatives ou militantes. Il y a des militants qui se laissent prendre au piège du nombre de vues, du nombre de followers, des moutons qui suivent. On a gagné parce qu'on a 4 000, 5 000 followers. 5 000 personnes ont vu notre vidéo. Regardez les autres petits là, ils ont 10 vues. Mais franchement, si on avait un peu de sens de raisonnement, on aurait dit, mais en fait, ceux qui détiennent les technologies et puissances, c'est eux qui manipulent le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de followers. Nous avons vécu des expériences comme ça où une vidéo politique a 2000 vues, 3 semaines après, vous ouvrez la même vidéo politique, 20 vues. Vous pensez vraiment que les maîtres capitalistes et multinationales ne jouent pas sur le nombre de vues de followers pour dire ah, la personne va regarder, monsieur, ne va pas regarder. Vous ne posez pas le problème de contenu. Est-ce que l'information est intéressante ou pas? Juste ou pas? Ah, il y a beaucoup de gens, donc je me branche là. Ça, c'est une technique de manipulation qui trompe les militants, des gens qui déifient les réseaux sociaux et qui leur font choisir la voie de facilité. Il faut s'en méfier. Donc, ça, c'était
pour illustrer les capacités de manipulation des multinationales. Mais malgré ça, le message passe. Parce que ça arrive. Les gens, concernant la personne africaine, le ressentiment contre le colonialisme, l'impérialisme français est tel que dès qu'une chose qui dénonce le crime de Macron, de telle région passe, tout le monde a fait ici. Il est possible de contrôler ça. Donc, même quand il y a la chape de plomb, l'information arrive à circuler. Les réseaux sociaux restent utiles. Mais en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent des lois pour interdire les contenus haineux. Il y a le compte d'une militante en Martinique qui a été bloquée parce que elle s'est donné le nom de vieille négresse comme titre, mais toutes ses publications sont antiracistes, révolutionnaires. Elle a fait ça par provocation. On a bloqué son compte parce qu'elle a un contenu haineux de vieille négresse. Belle négresse. Donc c'est pour montrer, là c'est cynique. Ils savent très bien que c'est une militante et que c'est de l'antiracisme. Mais on prend un prétexte, une loi qu'on a votée contre les contenus haineux, et ce n'est pas un magistrat qui décide si le contenu est haineux. Ce sont les multinationales qui possèdent et qui travaillent en liaison avec la police et les gouvernements capitalistes. Donc, on a des lois de plus en plus qui permettent de supprimer des comptes, de fermer des comptes d'écologistes. Le nombre de sites qui a été fermé pendant le Covid, la pandémie de Covid, qui dénonçaient l'escroquerie du faux vaccin pour donner de la parole aux représentants des multinationales, c'est énorme. Énorme. Donc, non seulement ils vont faire passer de fausses informations, mais ils vont empêcher que dans les réseaux sociaux se développe une contre-information. Alors là, le gouvernement évite de manipuler. La manipulation du pouvoir à travers les réseaux sociaux va au-delà de ça. Les groupes WhatsApp. Il n'y a pas un groupe politique, une association des gens qui veulent militer, qui ne défendent pas mordicus la nécessité d'avoir un groupe WhatsApp. Et si tu as pas un groupe WhatsApp, mais c'est tellement pratique. Et puis, il faut que ça favorise la discussion. J'aimerais que l'un des auditeurs et des auditrices téléphone pour me citer un groupe WhatsApp, un seul, dans lequel il n'y ait pas eu des divisions qui aient éclaté, des commentaires injurieux, etc., des gens qui se retirent, des gens qui sont à millions. Parce que le groupe WhatsApp qui donne l'illusion d'une démocratie ouvre la porte, c'est valable aussi par le groupe Facebook, ouvre la porte à des provocateurs qui viennent attaquer, dénigrer. Ah, et un tel a écrit que la France a fait ceci, il ne connaît rien, et puis une fausse information. Donc, des ennemis conscients à des gens qui sont tout simplement aigris, qui sont jaloux des autres. Ce qu'on dénonce comme harcèlement, les groupes d'enfants là, on prend une photo de petits copains qu'on n'aime pas, et puis on dit des bêtises, ça fait le bad, c'est le niveau primaire. Mais dans les groupes, chez les intellectuels, chez les, comment dirais-je, les adultes, chez les adolescents, les sentiments de jalousie, les sentiments de haine, de compétition malsaine, de gritude, ça existe aussi. Surtout qu'il n'y a plus d'idéologie enseignée. Donc, dans tous les groupes WhatsApp, même familiaux, on a des cancans, des gens qui se retirent, etc. La division faite et loi. Mais ce n'est pas le plus grave. Parce que pendant que ces discussions-là, avec infiltrés et également, se passent, il y a le travail fait par les autorités pour espionner tout ce qui se passe dans la société. Déjà,
avec Facebook, on avait eu des exemples assez significatifs. Vous n'imaginez pas le nombre d'employés qui ont été licenciés par leur entreprise parce que sur leur page Facebook, ils avaient posté une photo dans laquelle ils étaient en vacances chez une amie. Ou bien parce qu'elle a écrit sur Facebook à un camarade, cette entreprise-là, on nous maltraite, etc. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui ont été licenciés, convoqués. Bon, voilà, je vous ai publié sur Facebook. Comment c'est arrivé ça? Entre les mains de la direction, vous pouvez supposer, vous êtes licencié. C'était un Facebook. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement pour une vengeance d'un chef d'entreprise, c'est pour le contrôle policier. Alors, vous imaginez que pour le pouvoir colonial, fascisant, en train de se fasciser, qui a accès à toutes vos données personnelles individuelles, à tous vos groupes WhatsApp, à toutes vos communications téléphoniques, ne va pas utiliser le groupe WhatsApp pour dire attention, Jacques a critiqué Émile dans ce groupe-là. Donc, il faut qu'on s'appuie sur Jacques pour faire péter le groupe. Ça veut dire que, et parfois Jacques, c'est eux qui l'envoient, et parfois c'est même pas eux. Donc, les gouvernements, les forces policières le contrôlent, parce qu'elles suivent chaque militant, chaque militante en particulier, tout le monde, oui, mais en particulier chaque militant pour dire, voilà, mais celui-là a donné rendez-vous à telle jeune fille a donné rendez-vous à telle. Bon, il nous faut, on a une piste là pour les piéger, etc. Comment ce militant, vous n'imaginez pas ce que ça signifie de donner à l'ennemi qui veut vous détruire toutes les informations sur votre vie privée, sur vos réunions, sur vos appels. Il y a des gens qui appellent à des actions anticolonialistes par WhatsApp, par Facebook, par SMS. Premier monde qui a dit, c'est la police. Et puis, comment peut-on ne pas réaliser que pour pouvoir combattre le colonialisme, il faut utiliser les réseaux sociaux pour dire ce qu'on veut dire, tout en sachant que ça va lui faire du tort, mais ne lui donner aucun élément qui puisse lui donner prise sur lui. Enfin, je pense qu'avec un peu de recul, on peut s'en rendre compte et comprendre que, premièrement, il faut combattre la répression, la manipulation policière. Deuxièmement, il faut éduquer le peuple. On n'aide pas le peuple à se conscientiser. Quand on rentre dans un manger cochon, où toutes sortes d'informations circulent, et on a très peu de chances que le message politique sérieux qu'on met sur Facebook atteigne le public qu'on souhaite toucher. Il y a une tactique des pouvoirs en place et des multinationales, c'est de prendre l'esprit des gens et de les mettre dans une logique addictive. Vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a des camarades qui disent, mais non, mais quand même, on regarde ce qui est intéressant, on supprime. Le temps qu'on passe, pour supprimer, il faut jeter un coup d'œil. Le temps qu'on passe, c'est un temps qui est très long. Faites l'expérience chez vous de minuter le temps que vous passez à consulter les réseaux sociaux. Et puis le résultat que vous en tirez. Parce qu'on en tire le résultat. On peut avoir 1, 2, 3 vidéos. Donc, ça peut être un terrain de lutte militant. Je peux choisir le terrain comme les Israéliens le font. Je peux choisir de me consacrer à la lutte sur les réseaux sociaux. Là, c'est mon travail pour voir quelle information est nocive, quelle vidéo il faut dénoncer, à quel argument il faut répondre et quelles sont les vidéos clés qui peuvent alimenter
notre propagande sans qu'on ne les ait pas censurés. D'ailleurs, je connais des militants qui font ce travail-là excellemment bien et ça ne les empêche pas de militer. Mais pour la masse des gens, on va s'arrêter. Et puis surtout qu'on s'arrête sur le spectaculaire. Ah, ce monsieur-là a donné un coup de coude là dans le dos à telle personne. Ah, c'est une façon de capter l'esprit et d'empêcher que l'on s'attarde à la formation aux choses importantes. Alors c'est là que nous faisons appel à la sagesse des militants. Parce qu'il y en a qui nous disent, mais en fait c'est une réalité que les gens consultent. Donc si on veut avoir une chance que notre pays soit consulté, il faut qu'on soit toujours sur les réseaux sociaux et qu'on néglige la formation. Il ne faut pas faire de bon texte. C'est trop long, les gens ne lisent pas. Il ne faut pas faire de... Non, les gens ne sont pas intéressés par. Donc, c'est exactement ce que l'éducation nationale française capitaliste a fait dans l'éducation. Avant, c'est vrai, c'était sélectif, mais les gens qui sont sortis de l'école, qui arrivaient à gravir les échelles, avaient un bagage. Les anciens savent qu'au cours moyen d'eux, tous les élèves connaissaient leur conjugaison. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'on vous donne des petites gouttelettes on supprime l'esprit critique et l'éducation nationale a formé les nouvelles générations d'enseignants à dire ah, il faut partir de ça qu'on pensait. Il faut des résumés de 2 lignes. Il faut leur dire de ne pas apprendre par cœur, etc. pour vider le cerveau de nos élèves. Les plus courageux, ceux dont les familles suivent l'éducation, les obligent à lire, etc., percent et deviennent des éléments solides. Mais beaucoup restent dans le zapping, dans le superficiel, dans le sensationnel, dans la communication. Et puis, le niveau intellectuel diminue. Le niveau technologique, on va tout petit moment, il va régler pour une application, mais pour regarder quoi? Pour apprendre quoi? Et c'est là que je disais que les militants doivent comprendre que un chirurgien ne va jamais avoir ses diplômes et opérer s'il n'étudie pas les livres de cette épaisseur-là, s'il ne lit pas des communications longues et fastidieuses sur Internet, s'il ne va pas dans des séminaires qui durent 3-4 jours où il apprend à maintenir son attention, vous n'allez pas appeler quelqu'un qui a zappé sur les réseaux sociaux à venir opérer votre enfant de l'appendicite. Celui qui est arrivé là, il a travaillé. Je parle de la santé, mais pour comprendre la politique et l'économie, pour pouvoir définir des projets, pour comprendre la situation internationale, il faut faire comme le chirurgien, étudier, lire, participer à des réunions. Alors la madame, maintenant, ça m'a fait dire des techniques pour dire non, il faut travailler. Et quand vous, militants, dites à ceux qui font le travail de publication, d'analyse, maintenant c'est du temps perdu, vous servez la logique du système en place des multinationales. Vous devez dire, nous ne devons pas négliger les réseaux sociaux, mais nous devons contrôler et les utiliser comme armes. Et nous devons retirer l'ensemble de la population de l'addiction qui les mène à la futilité. Donc, c'est très important qu'on comprenne cela parce que ce sont les liens sociaux qui sont cassés. J'ai parlé de la surveillance policière quand on appelle les réunions uniquement par WhatsApp ou par des mobilisations par réseaux sociaux. J'ai parlé des dangers de domination policière, mais le danger le plus grave, c'est pas ça. C'est comme on n'a pas aller discuter avec les gens, comme on n'a pas une Gisèle pour nous mettre en bagaille, en secret, pour la lutte de libération nationale, que nous ne pas boire un J ensemble, que nous ne pas jouer un domino ensemble, après nous finissons en réunion. Le plus important, c'est que les liens sociaux sont détruits. Et le but de la bourgeoisie, c'est de faire des individus isolés
qui ont des rapports superficiels, qui ne pensent qu'à leur propre et seuls intérêts, de façon à ce que eux, là, les dirigeants, qui se voient, qui ont leur G20, qui ont leur séminaire, continuent à planifier la domination du monde. Alors, en résumé, je veux dire que les gens doivent apprendre à lutter contre l'addiction. Les gens doivent apprendre à montrer du doigt les erreurs. J'ai parlé du superficiel, des followers. Je ne vais pas détailler tout ça, mais il faut dire quand même un mot. Il y a n'importe quoi dans les réseaux sociaux, des gens qui ne connaissent rien, et puis qui vous disent, venez chez moi, tel appartement, je vais vous faire une injection pour grossir vos fesses, pour vous grossir vos lèvres. C'est des milliers de gens qui sont détruits dans leur santé à cause de ça. Et puis, ces gens-là touchent de l'emploi. Des gens qui vous disent, prenez ce produit-là, achetez ceci, mais qui reçoivent des retours énormes des capitalistes pour qui font la publicité. Pourquoi avoir un jeune type qui fait ça? Un jeune type bolombe dit, moi, j'ai dit ça. La publicité des multinationales est faite par ces gens-là qui deviennent des comment dirais-je, qui s'en font de l'argent, qui s'en font du beurre, au détriment de la réalité. Il faut dire à ces jeunes filles-là, à ces jeunes hommes-là, maman, ils cherchent un travail. Ils ont qu'à détruire les autres. L'argent facilite à là, ils ont qu'à ça pour lui. Il faut dire à ces gens qui passent leur temps à faire des commentaires sur les réseaux sociaux, qui se déclarent analystes, qui se déclarent scientifiques, qui connaissent tout mieux que tout le monde, conseillers financiers, qui viennent et puis qui disent, bon, tel responsable politique, c'est un chrétien, il ne connaît rien. Ou par contre, bon bref, tu n'as aucune formation, mais tu crois te rendre intéressant, le sentiment de puissance, je parle à des milliers de gens, mais tu sers l'ennemi de ton peuple et tu mets une situation qui te fait que tu es dans le caca dans lequel tu vis, dans le rêve, mais sans instruction et sans possibilité de développement. Quand tu attaques les militants avec des commentaires imbéciles, tu te satisfais, tu as un sentiment de puissance, mais tu t'enfermes dans la soumission, dans la domination que tu subis, dans l'impossibilité de progresser. Fais un travail pour essayer de comparer, pour lire, essaie d'étudier, d'avoir un esprit critique. C'est ça qui va te faire monter et voir un avenir plus digne de ce que tu es normalement. Donc, il faut que nous fassions ce travail-là pour dire aux mamans, pas quitter les réseaux sociaux, utilisez-les pour combattre les autres, pour développer les autres, apprendre à trier l'information. Et militants politiques, regardez les réseaux sociaux avec deux loupes. Loupe numéro 1, contrôle policier. Loupe numéro 2, possibilité de détourner. Peut-être qu'à ce moment-là, ils nous seront réellement utiles. Je vous remercie de votre attention et on se retrouvera dimanche prochain pour une nouvelle émission de déconstruction. Donc, le temps que nous lancions notre jingle, et je vous laisse.